Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité. Découvrez cette semaine le témoignage de Mona. Alors je m'appelle Mona, j'ai bientôt 27 ans et je suis artiste. J'ai grandi à Hyères, dans une famille d'artistes et d'architectes. Est-ce que tu as été incitée à créer très vite quand tu étais jeune ou pas ? Oui, je me souviens que j'ai toujours dessiné beaucoup avec mon père. On dessinait à 4 mains sur des formats qui me semblaient un peu infinis parce qu'on développait le récit en même temps que le dessin et tout se suivait de manière assez fluide et sans entrave. Donc j'ai pu déployer, je pense, tout mon imaginaire assez librement, sans être jugée assez librement. Mmh. Avec quelle représentation tu as grandi ? Quels ont été pour toi tes modèles féminins, ceux auxquels tu as pu t'identifier ou simplement ceux qui ont peuplé ton enfance et ton adolescence ? J'ai grandi dans un trio de femmes fortes qui sont ma mère et ma grand-mère et moi par extension. Et avec toutes les deux des féminités très différentes mais très complémentaires. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot courage. Et le mot énergie aussi, une force vitale très 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 forte et très très joyeuse et combative. Est-ce que y a d'autres modèles en dehors du milieu familial qui ont pu t'inspirer, peut-être même dans tes dessins ? Est-ce qu'il y a des univers, des personnages qui revenaient ? Les premiers personnages que j'ai commencé à dessiner, je pense que c'était les autruches princesses. Ça doit venir de quand j'étais toute petite, que j'allais chez ma nounou à Gien, sur la presqu'île de Gien. Elle était très attentive, très douce, et on était juste à côté de la forêt, donc on allait se balader. Apparemment, j'étais dans la poussette et je regardais la cime des arbres avec les oiseaux. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, quand je vais à Porquerolles, j'aime autant les oiseaux et je siffle avec les petits ducs. Peut-être que ça vient de cet loin. Héritage-là. Oui, et puis bon, après, ça s'est transformé dans mes dessins en autruche princesse, donc c'est pas très conventionnel. Pas très conventionnel, mais j'avais rencontré les émeux et j'avais été fascinée. Un émeu, c'est une autruche, donc c'est un petit peu bizarroïde comme oiseau, c'est pas très gracieux, mais en même temps, comme tout animal, ça peut l'être aussi, avec un beau plumage, ça a un grand cou, des grandes jambes, ça paraît un petit peu bête, mais je sais pas, j'étais très touchée par ces oiseaux étranges, ces créatures qui semblent venir d'un autre monde. Peut-être que tu avais des copines qui dessinaient, elles, des vraies princesses avec des couronnes ou des fées, et toi, tu étais plutôt dans cet univers qu'on pourrait qualifier un petit peu d'hybride. Ouais. Oui, je pense de composer avec forme d'étrangeté qui venait de l'extérieur, mais aussi moi-même, peut-être que j'étais un petit peu décalée. Alors on entend donc c'est l'image donc de ta maman, de ta grand-mère qui ont pu être des images féminines inspirantes, ces personnages d'oiseaux princesses un petit peu étranges. Est-ce que plus tard il y a eu peut-être des figures féminines dans le milieu artistique, musical, cinématographiques qui ont pu te marquer aussi ? Oui, mais plus tardivement. Juste, j'étais un petit lutin bien entouré. Et donc, je me posais moins la question fille, garçon. Et après, plus tard,
dans l'adolescence, par exemple, quand j'ai rencontré la figure de Frida Kahlo, elle m'a beaucoup marquée parce que il y avait ce côté très solaire, très combatif, qui peut-être me faisait penser d'une certaine manière aux femmes qui m'ont élevée. Aussi, oui, cette force de résistance, le rapport, oui, au corps aussi, puis une femme hybride qui se représente d'une manière extrêmement complexe, avec toujours un contexte, des couleurs, des personnages. Bon, c'est dur, c'est pas forcément mon univers à moi, mais ce qui n'empêche pas que j'ai été touchée par cette personne, et peut-être l'Amérique du Sud aussi de manière générale, puis dans les voix de chanteuses comme Chavela Vargas, avec beaucoup de passion et de douleur, mais de force de vie aussi dans la voix. J'aimerais qu'on revienne à ton lien avec l'île de Porquerolles. À quel moment et dans quelles circonstances l'île entre dans ta vie ? Alors, on m'a raconté que j'ai été conçue sur l'île, donc ça préexiste à ma naissance, mais autant que je m'en souvienne, oui, j'ai toujours grandi avec l'île. L'île, elle a toujours été présente dans ma construction de petite fille, d'adolescente, et toujours aujourd'hui. Est-ce que tu as un ou des souvenirs marquants de ta petite enfance à Porquerolles ? Il y a un souvenir qui doit remonter à assez loin, parce que c'était du temps où il y avait encore Alain, le gardien de la ferme de Notre-Dame. Et je me souviens que j'allais le voir assez timidement pour qu'il me remette les œufs frais et tout chauds dans les mains. Donc j'ai encore la sensation de l'œuf dans la main. Puis surtout qu'il y avait tous les animaux autour, la petite ponette. Il y avait l'âne, les petits lapins en cage, mais aussi les petits lapins qu'on voyait que à 6h du matin si on était assez réveillés pour les voir, et les poules. Il y a une sorte de persistance rétinienne qui fait que je les vois toujours, même s'ils sont plus là aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu percevais l'île à ce moment-là ? J'ai retrouvé un dessin que j'avais fait en 2003, donc quand j'avais 6 ans, de l'île, mais qui en fait n'est pas exclusivement l'île, puisqu'elle représente tout mon monde, toutes mes géographies du moment. C'est-à-dire, il y a les contours approximatif de l'île, et à l'intérieur il y a la petite piscine de la Méditerranée, la croisière pirate, l'île aux papillons, il y a Nice qui occupe une position centrale parce que c'est là où est ma grand-mère, et il y a même l'Amérique qui rentre dans l'île. Ah oui, donc on est vraiment sur un territoire très vaste. Ouais, dans un territoire très vaste qui s'apparente au monde en fait. Absolument. Et d'ailleurs, la façon dont tu l'as décrit, cette carte, en effet, tu l'as dit, on est un petit peu sur une île monde, une île en tout cas qui semble contenir tout ce qui composait ton monde d'enfant. Bah oui, dans la réalité physique, l'île, elle est toute petite, mais dans mon imaginaire et dans ma perception intime, elle est immense, bien plus grande que la ville où je vis la plupart du temps, qui est Paris. Je me sens beaucoup plus restreinte à Paris, même si c'est immense. Et non, en fait, l'immensité, moi, je la vois dans l'île. J'arrive pas trop à en saisir les contours. Elle est très constante et en même temps, elle est si mouvante. Quand on s'attarde dans les détails, quand on est vraiment attentif à la croissance de tel arbre, oui, il y a ce truc de zoom et dézoom. Quand tu prends l'île comme un terrain de jeu, tu peux vraiment zoomer à l'intérieur, et cet infiniment grand qui est en fait un infiniment petit, et ça ouvre des échelles immense. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, cette idée que dans l'infiniment petit se trouve l'infiniment grand, et qu'en fait l'île favorise ça, peut-être plus qu'un autre territoire, ou pas? Pas forcément, parce que même en ville, je vais être attentive aux moindres détails. C'est juste qu'en ville, je vais avoir tendance à être hyper stimulée sensoriellement, mais à ce que je le subisse plus que... Alors que dans l'île, on est plus dans un dialogue où les informations sensorielles, elles nous arrivent autant qu'elles proviennent de nous. Et donc, c'est un rapport beaucoup plus équilibré. En t'écoutant, ça me fait penser à une phrase de Maëlys de Kerangal qu'elle a écrite dans un petit texte sur les îles. Elle écrit « Les îles nous changent, elles nous métamorphosent. À peine a-t-on accosté au rivage qu'elles reconfigurent nos coordonnées géodésiques intimes et font surgir un centre vulnérable, ce centre enfoui que l'on avait perdu. » Est-ce que cette phrase, qui peut-être est un petit peu complexe, te parle ou pas ?
Bah oui, énormément. Parce que l'île, il y a un réalignement qui s'opère. C'est que tu as toutes tes géographies, tout ton quotidien, tout ça, et l'île, elle t'aide à en faire la synthèse. Et sur cette notion des cartes, de la géographie, en quoi ça te parle plus particulièrement ? C'est rigolo parce que spontanément, dans mes premiers travaux d'école d'art, j'ai été très attirée par les dessins de matrices, d'interconnexion, de points, mais de manière très abstraite. Ouais. Donc mon premier tissage, c'était justement un réseau de lignes et de points qui s'entremêlaient, et que ça parlait autant de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'infiniment petit que l'infiniment grand. J'avais envie de transmettre par le dessin juste un réseau, mais qui peut être adapté à toutes les échelles. Et après, je l'ai poursuivi et je l'ai enrichi de toutes mes histoires que j'ai fait s'imbriquer dans ces réseaux. Donc disons que je l'ai densifié et je l'ai fait correspondre aux histoires que j'avais envie de raconter par le dessin. Peut-être juste pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement ce travail de tissage, parce que tu parles de matrice. Quand on parle tissage, je pense pour le commun des mortels, on voit quelqu'un qui est avec un fil en train de tisser quelque chose. Tu sembles nous emmener quand même dans des univers un peu numériques même. Est-ce que tu peux expliquer peut-être cet aspect-là pour qu'on comprenne bien de quoi tu parles ? J'ai appris le tissage à la main, l'entrecroisement de fils. J'aime beaucoup, oui, le rapport main, mais machine aussi, d'autant que l'automatisation du processus, donc c'est le tissage jacquard, la technique que j'utilise, elle me permet de coder des couleurs, de coder des dessins et de gagner à la fois du temps dans l'exécution, mais c'est une manière de créer, parce que c'est du codage informatique et en fait je suis en train de penser quel fil va dessus, quel fil va dessous, qu'est-ce qui se croise, comment est-ce que je peux donner un aspect à mon tissage qui est très relâché tout en étant très structuré et que ça se tienne. Et c'est vachement des jeux de tension, des jeux d'équilibre, de dessus-dessous, de cacher. Par exemple, si tu veux pas voir apparaître ton fil jaune, tu peux le cacher dans une multicouche et après il ressort de l'autre côté, il te crée un autre dessin qui est pas totalement le négatif. Et j'aime bien parce que le tissage, ça a beau être la planéité avec le dessin. À la fois, c'est tout en 3D. Quand tu zoomes dedans, c'est une architecture de fils. Donc j'aime bien créer du chaos organisé par le tissage, parce que je trouve que la matière elle nous raconte énormément par son relâchement, ou à certaines zones par son extrême densité, et presque peut-être que je vois des rapports humains à l'intérieur, tu vois. Ouais, mais c'est passionnant. Alors je sais que tu avais évoqué cette technique du tissage jacquard quand on avait commencé à parler un petit peu justement des cartographies. Comment tu arrives à faire ce lien ? Enfin, est-ce que tu peux nous faire comprendre un petit peu comment tu relis les deux ? Déjà, le tissage, il me permet de dessiner, de tisser des motifs extrêmement complexes, et de lier des fibres, des matériaux différents les uns des autres, des couleurs, de créer des couleurs par juxtaposition. Donc c'est non seulement l'entrecroisement, mais aussi la juxtaposition de fils qui créent les motifs, qui créent les couleurs. D'un même fil, tu peux faire deux dessins. Il y a le recto-verso, il y a la superposition de trames, d'histoires. Je pense que c'est une technique qui correspond bien à ce que j'ai envie de raconter, autant dans l'intime que dans l'universel. Parce que je vais tisser des situations qui sont dérivées de situations d'actualité. Je vais tisser les géographies entre elles. Quand je vais être dans le train et que je vais dessiner et que je vais voir une certaine situation sur mon trajet qui va s'intégrer dans le tissage. Du coup, il y a beaucoup le lien au mouvement aussi. Et du coup, c'est les géographies parcourues pour en fait mener à bien mes projets. Tout autant que les lieux... autant les lieux de passage que les lieux où je vais de manière récurrente et qui me nourrissent et qui me rechargent en énergie. Mais c'est vraiment passionnant. Et pour revenir à cette idée des cartographies, de ton rapport au territoire et à sa géographie, tu évoquais tes parcours et tes promenades avec tes amis.
J'aimais beaucoup la façon dont tu me décrivais comment se tissaient vos discussions à partir des paysages que vous pouviez rencontrer et en quoi la géographie venait de nourrir ces discussions. Est-ce que tu pourrais un petit peu les expliquer, ce phénomène ? C'est sûr que quand j'ai des amis qui sont réceptifs à l'île, ce qui est génial, c'est que on peut embarquer dans des promenades qui vont varier d'une personne à une autre. Donc on va jamais voir l'île de la même manière et je vais toujours la découvrir sous une facette différente selon la personne avec qui je me trouve. Et par exemple, avec une amie qui est très sensible aux odeurs, je me souviens qu'une fois, on avait eu un contact avec un arbre. On peut se ficher de nous, mais n'empêche que c'est une expérience assez forte comme une huile d'essentiel de pin qui s'était retrouvée posée sur sa joue et elle a eu l'impression que l'arbre lui parlait, quoi. et ça nous a beaucoup marqué parce que ça soit vrai, que ça soit faux, enfin, peu importe, c'était un moment de connexion assez fort. Et dans ces moments-là, on s'en souvient d'autant plus que tu as ton intériorité profonde qui est en contact, en porosité directe avec l'élément extérieur qui est là, l'arbre. Tu vois, c'est un dialogue entre interne, externe et une forme de porosité immédiate avec l'île. Ou avec une autre amie, par exemple, ce sont des discussions très spirituelles qui ont été alimentées sur notre parcours, la découverte pour elle du fort de la repentance, essayer d'identifier les points culminants sur l'île. Bon, ça fait prendre de la hauteur, on redescend, et donc tu prends beaucoup plus conscience de toute la topographie. Comme les échanges sont teintés de ce que tu vis en temps réel et inversement, ça fait que ça a donné du relief à ton échange aussi. Chaque personne qui marche sur l'île, en fait, peut-être même pas accompagnée, parce qu'on peut avoir des dialogues intérieurs, mais peut expérimenter ce pouvoir de l'île, en fait, je trouve, sur un dialogue avec quelqu'un ou avec soi-même. Est-ce que tu crois, Mona, au pouvoir de territoire qui façonne notre identité ? Ayant grandi entre Hyères et Porquerolles, oui, forcément, ça a façonné mon identité, je pense. Mais à la fois, c'est toutes les autres expériences de lieux, parce que c'est pas forcément parce qu'on va très régulièrement dans un espace qui va être plus constitutif qu'une expérience marquante d'une soirée dans un lieu qui n'aura rien à voir, mais qui pour autant va s'imprimer de manière hyper forte. Et en plus, ça va avec l'idée que je me fais que c'est beau de ne pas s'approprier un lieu, parce qu'on a tendance à tous le faire, hein. Comme j'ai un collier Porquerolles autour du cou, c'est une façon de s'approprier l'île. Surtout ce territoire de Porquerolles, il a cette très vertu. Convoité. Ouais, en plus, tatou sur l'épaule. Ou même dans le dos, j'ai vu le dos rempli, une carte qui prenait toute la largeur du dos. C'est assez impressionnant. Quand je m'éloigne de l'île et que j'y reviens, j'ai l'impression de ne pas être dépendante de l'île et de pouvoir encore mieux dialoguer avec elle et de lui apporter quelque chose en retour. Parce que si j'étais restée tout le temps dans le même territoire, oui, c'est sûr que j'aurais développé peut-être des liens encore plus forts, mais peut-être plus d'interdépendance, tandis que là, la liberté que j'ai avec cette île, je lui voue un grand respect et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y reviens, il y a une raison forte et que je vais m'en souvenir d'autant plus. Une forme d'équilibre dans la relation. Oui. Que tu lui redonnes un petit peu ce qu'elle t'a donné. Après, quand je parle de l'île, c'est le personnage de l'île, mais c'est les personnages qui composent l'île aussi. Oui, aussi, parce que l'île, on peut la voir comme un personnage, mais c'est aussi toutes ces personnalités qui composent l'île, cette micro-société à Porquerolles. Et quand je reviens avec toutes mes autres expériences et que je peux les partager sporadiquement, j'ai l'impression de donner aussi en retour ce que l'île m'a donné et que je suis dans un échange beaucoup plus fécond. C'est pour ça que c'est un espace où je sens que je peux me ressourcer pleinement, même quand ça va pas, même quand c'est dur, c'est même pas une béquille, c'est juste elle t'accepte comme tu es. Voilà, c'est ça, c'est qu'elle accepte comme je suis, il y a pas d'enjeu particulier et je pense qu'elle m'a aidée aussi à plus m'assumer
comme je suis dans tous les moments de la vie. Avant, j'avais tendance, par exemple, à m'habiller de manière extrêmement relâchée quand j'allais sur l'île. Dans une forme d'opposition. Non, mais même pas, mais parce que j'associais ça, voilà, allez, c'est le confort, il faut pouvoir monter dans un arbre et marcher dans la boue, et du coup, autant être dégueu et pas se soucier de son apparence. Et quand j'allais, du coup, dans des situations de représentation, m'habiller beaucoup plus chic, etc. Et maintenant, j'essaye, enfin, c'est même pas que j'essaye, c'est que ça s'impose, ça vient naturellement, où il y a un mélange entre ces deux manières de faire. Je suis un petit peu pareil sur l'île qu'à l'extérieur de l'île, et je vais avoir tendance à privilégier des habits dans lesquels je me sens bien. En fait, pour moi maintenant, avec les vêtements, c'est tout aussi important d'être à l'aise, mais c'est comme le vêtement, et je le sais bien parce que faisant du textile, je me pose ces questions un peu tous les jours du pouvoir du textile, et c'est vrai que c'est une communication de soi-même, hein, le vêtement. Donc à la fois, j'ai besoin de quelque chose de confortable, dans lequel je me sens bien, où je peux fouler la terre sereinement, mais à la fois, j'ai quand même envie d'avoir une belle apparence, et donc essayer de chercher la solidité des vêtements d'autrefois, ça me tient à cœur, parce qu'il y avait le soin de la coupe, de la couture qui tombe bien, etc., et qui est adapté à ta morphologie, la matière qui tient, les grandes poches, etc. Donc c'est à lier la solidité au confort et au bel aspect. Et tu dirais que l'île, elle a participé à ça? Oui, parce que j'ai fait la synthèse entre mon moi de l'île et mon moi de l'extérieur de l'île. En quoi l'île t'a façonné enfant, adolescente, et qu'est-ce que l'île a laissé comme trace en toi qui fait de toi la jeune femme que tu es aujourd'hui? Bah oui, il y a l'aspect sauvage. Je rigole parce que je pense à un dessin du dessinateur Vouch avec un personnage qui contemple une immensité des plaines ou des montagnes, je sais plus, et qui dit « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau cette sauvagitude !» Très à la mode. Très à la mode, mais en même temps, quand tu en prends pleinement conscience et que t'es transcendé par... Enfin, que t'es... ça apporte tellement... Ça apporte tellement. Donc moi, oui, ça m'a apporté ça. Est-ce que tu dirais une certaine forme de sauvagerie ou pas? Ou pour toi, c'est trop? C'est vrai que j'ai du mal avec ces termes à la mode. Mais c'est sûr que quand je voyais mon parrain marcher pieds nus quand j'étais petite, j'avais envie de faire exactement la même chose. Et donc c'est devenu une habitude d'avoir les pieds cornés tous les étés, et puis même plus grande. J'aime beaucoup l'idée que la corne se forme et que tu puisses crapahuter de partout. Donc c'est une forme pas de liberté, mais du coup encore une fois, pour utiliser le mot porosité, mais de faire corps avec l'île. Mm-hmm. J'avoue que j'ai plus tendance à me considérer comme un être humain, et j'ai beaucoup de mal à me considérer en tant que femme. Est-ce que justement tu saurais expliquer cette difficulté que tu as à te penser femme? Est-ce qu'on peut l'expliquer peut-être par ton jeune âge, ou est-ce que tu as d'autres explications, toi, Mona? Le fait de développer mon univers artistique de manière assez libre, je veux dire, dans mon imaginaire, dans l'exécution de tout ça. En fait, je me préoccupe plus de comment je raconte des histoires, comment j'interagis avec les gens. Ouais, en fait, des fois, je bute dans des rapports humains quand je sens le poids du regard de l'autre me considérant comme une femme, alors que moi, par exemple, j'ai juste envie d'aborder certains sujets qui n'ont rien à voir avec mon genre. Et donc, je peux me retrouver dans des situations assez mal à l'aise parce qu'on projette quelque chose sur moi que j'ai pas envie d'avoir. J'ai envie d'avoir un rapport plus spirituel, plus philosophique à la vie. Et des fois, je peux être très gênée par ce qu'on va projeter. T'as des exemples ou pas de situations dans lesquelles tu sens qu'on projette sur toi peut-être quelque chose de l'ordre du féminin?
Et dans lesquels tu te sens pas forcément à l'aise? Ah bah oui, ça va être en permanence avec des hommes, des femmes, mais ça c'est le fait de la société. Enfin, je veux dire, on est dans une organisation où il faut composer avec, notre genre, en tout cas comment on se définit. On se met tout le temps dans des cases d'une certaine manière, même si moi j'aime pas trop les cases. Mais à la fois c'est important l'identité. Moi, le fait, par exemple, d'avoir des cheveux courts, ça paraît tout bête, hein, et de pas m'ultra maquiller, etc., ça me dégage de certaines responsabilités, entre guillemets, clichés de genre, où, du coup, je vais avoir envie qu'on me voit comme une artiste, un être humain avant tout, et pas comme une femme, bien que je sois une femme et que je sois très contente, il n'y a aucun souci avec ça, au contraire. Le statut d'artiste, est-ce que du coup ça te rassure en quelque sorte? Est-ce que tu le vois aussi comme une forme de protection par rapport à ça ou pas? Oui, c'est un petit peu mon vêtement magique. Ta cape? Ma cape magique. Parce que je pense que être artiste, c'est montrer ses failles aussi au monde. Mais à la fois, moi, ça m'apporte plus de solidité. Aujourd'hui, Mona, comment l'île, elle s'intègre dans ta vie? En ce moment, je vais un petit peu moins sur l'île, mais à chaque fois que j'y viens, j'ai l'impression que les moments sont très intenses. Donc j'essaye de profiter à fond. Mais je crois que j'ai toujours fait ça, en fait. Je crois que je me pose beaucoup moins de questions quand je suis sur l'île et que c'est un rapport plus spontané, plus intuitif. Et à la fois, il y a ce décalage avec la temporalité du quotidien qui fait que dès que j'arrive sur l'île, je peux me sentir fatiguée d'un coup et dormir pendant des heures. Et tu relâches. Et je relâche et ça me lave à la fois. Ça te lave? Ça me lave. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu peux expliquer? Qu'est-ce que tu entends par te laver? Est-ce que t'as... Il y a des tensions qui s'évanouissent, quoi. C'est une forme de purification, un peu. Mais c'est qu'un leurre, hein, parce que ça dure qu'un temps. Et après, quand tu reviens à la civilisation, il y a tout qui te revient à la tête. C'est comme quand tu voyages, en fait, t'as emporté tes soucis avec toi, ils reviennent. Mais bon, ça permet d'avoir un temps off. Et quand même qui va faire maturer certaines questions, pour ma part en tout cas, c'est le moment où j'ai pas envie de créer, par exemple, mais que j'ai envie de profiter, de marcher dans la nature, de cogiter, d'aller, si je peux, voir le lever de soleil à la Galère, si je suis assez motivée, par exemple. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir venir dans une partie de l'île qui est inoccupée, qui est très loin du village. Donc je vais pas avoir la même perception que quelqu'un qui va venir une journée bondée où il y a énormément de monde sur les chemins. C'est une île dans l'île. C'est une île, oui, il y a ce truc-là. Voilà, tu l'as évoqué dès le début de l'entretien, mais la ferme Notre-Dame, en fait, qui est vraiment une île dans l'île, en quelque sorte, un endroit un peu à part, en effet, du village, de la foule, où on peut, même au cœur de l'été, s'extraire de tout ça. Ton cœur oscille entre hier, l'île, sa beauté et sa sauvagerie, et Paris, où tu vis désormais. Vivre à Paris dans l'anonymat de la grande ville, après avoir grandi dans la région, au contact de la nature, ça provoque quoi en toi? Est-ce que cette oscillation entre les deux, ça libère quelque chose de ta féminité, de ta créativité? Après, même en ville, je vis des moments très forts, parce que, bon, déjà, il y a de la nature partout, donc il suffit de s'éloigner un tout petit peu. Là, il y a une densité humaine en ville, mais justement, ça peut m'étouffer, donc je vais avoir plus tendance à recréer mes petites communautés d'amis, où on va jouer de la musique ensemble, où on va partager des moments hors du temps, des choses très simples, très spontanées. Et c'est réactivé à chaque fois que j'arrive sur l'île, mais j'arrive à le mettre en place maintenant dans mon quotidien et à accepter que j'ai besoin de ces moments si simples
Comme par exemple cet été, j'étais au Mucem pour voir une exposition sur la haute couture. Moi qui suis dans le textile, c'est vrai que je vais être assez sensible à des créations haute couture avec des broderies très élaborées, des motifs magnifiques, contemporains, etc. Mais ce qui va me toucher le plus, c'est ce petit manteau de berger qui a un bijou de simplicité. Et j'arrive même mieux à m'en rappeler dans sa coupe, dans ses coutures, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des coutures, mais elles tombent pile poil, quoi. Elles tombent hyper juste. Bien que mon travail soit très foisonnant, très coloré, très heurté de plein d'éléments, j'aime les choses simples. Et Porquerolles s'inscrit un petit peu dans cette forme de simplicité. C'est un peu ce parallèle-là que tu fais ? En me livrant cet exemple de ce gilet de berger, en quelque sorte, est-ce que Porquerolles, c'est ton gilet de berger géographique ? Oui, mais je dirais même plus que Porquerolles est le berger ou la bergère. Ah, carrément. Mais on y viendra à l'image féminine de Porquerolles. On a parlé de cette ambiguïté qui te nourrit depuis que tu es toute petite, à travers ces oiseaux princesses, par exemple. En quoi la complexité t'inspire et alimente ton travail ? Je dirais que la complexité, pour moi, je vais la chercher dans les rapports humains, dans les connexions entre des personnalités très différentes et les histoires aussi de chacun. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai été très intéressée dans mes études aux Beaux-Arts par l'anthropologie. Hier, j'ai eu une très belle discussion avec une dame qui s'appelle Tina, et elle m'a dit c'est important en fait qu'aujourd'hui les artistes soient des artistes anthropologues. Et j'aime beaucoup cette idée. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là et qui t'a touchée ? L'artiste prend la température du monde, donc prend la température de tout ce qui se passe. On parlait du voyage, on parlait d'aller à la rencontre de personnes différentes, de peuples différents. Et dans mon travail artistique, j'aime beaucoup aboutir à une forme de synthèse du monde, en tout cas à un instant T, qui se bricole à partir de bouts d'actualité, de bouts d'images, de situations vécues, et qui condense un peu tout ça, mais dans des formes presque mystiques. Enfin, pas mystiques, mais on m'a dit souvent que mon travail avait quelque chose de chamanique, un peu... y a une vision de surplomb un peu d'un être humain ou d'une entité qui observe le monde. Et comme le monde, en ce moment, je le perçois comme assez chaotique, bon, il l'a sans doute toujours été, hein, c'est les éléments qui s'entrechoquent, c'est normal. Mais du coup, c'est raconter le chaos du monde avec les éléments d'actualité. C'est pour ça que je vais dans une veine très figurative, c'est que j'ai envie de représenter aussi fidèlement certains aspects qui composent notre monde en 2024, mais qui en est presque déjà une archéologie. Du coup, l'idée qu'on puisse retrouver des traces comme ça plus tard, ça m'amuse. Et puis, on dit souvent que notre époque, elle est comparable un peu au Moyen-Âge, en tout cas artistiquement, mais sur plein d'aspects, en fait. Et moi, j'aime beaucoup les peintures de Jérôme Bosch, parce qu'il y a la vision d'une société dans toutes ses bizarreries, avec des hybridations, des personnages, des interactions, des éléments d'époque, mais à la fois un côté très intemporel qui parle de la grande histoire humaine. Le réalisme magique, c'est un courant qui te parle, je crois. Cette idée dans l'art et dans la littérature d'éléments perçus comme magiques, surnaturels et irrationnels, surgissant dans un environnement qualifié de réaliste, qui peut créer des univers ou des ambiances oniriques et paranormales. Porquerolles est-elle pour toi un lieu propice au réalisme magique ? Et est-ce que tu as déjà eu des visions de réalisme magique à Porquerolles ? Pour te répondre, je pense à une situation en particulier. J'étais sur la plage de Notre-Dame avec des amis il y a quelques années, un soir d'été, et on était en train de regarder le continent sans parler. On était en train de méditer devant les lumières lointaines. Et puis tout d'un coup, il y a mon ami Martin qui me dit
Ah là, c'est dingue. J'ai l'impression que c'est des comètes qui nous arrivent droit dessus, mais comme si toutes les petites lumières qui sur toutes les pointillés du littoral sont en train de nous sauter dessus, mais dans un instant figé. Comme si on avait arrêté le temps et qu'on voyait ces comètes qui surgissaient. Qu'en fait, nous, on était hors du temps. Donc, il avait saisi, selon moi, cet espace-temps et ce côté. Oui, on met le temps en pause et on est, je sais pas très bien où, mais on est dans un truc très cosmique. Et le fait qu'il pense à des comètes, c'était aussi l'infiniment grand, une sorte de on est dans des toutes petites poussières dans une galaxie. Du vrai réalisme magique. Jean-Claude Silbermann, qui est le dernier artiste surréaliste qui réside en partie à Porquerolles, à qui je demandais quel rôle l'île jouait dans sa pratique artistique, si l'île était pour lui un territoire d'inspiration, m'a répondu « Ici, je suis parfois saisie d'une sorte de grand embrasement devant la splendeur de la nature. Ça me met en colère parce que la nature, il nous faut la combattre, nous autres artistes. La beauté naturelle est l'ennemi de la beauté artistique. » Alors Mona, sur cette idée de la puissance écrasante et inégalable de la beauté naturelle pour l'artiste, est-ce que tu valides cette réponse ? Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Claude Silbermann ou pas ? Je crois comprendre très bien ce qu'il veut dire par là. Mon rapport à moi, il est plus dans l'entremêlement entre ce qui nous dépasse, ce qu'on ne pourra jamais égaler. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être dans un registre figuratif, ou en tout cas copier le réel ne m'intéresse moins. Mais composer avec tout ce qui nous dépasse. J'ai l'impression, Mona, que dans ton travail, un petit peu comme pour Silbermann, l'île de Porquerolles n'est pas une source d'inspiration directe dans ton travail artistique. Je me trompe ou pas ? Non, c'est vrai que si l'île m'habite, j'ai pas envie de la représenter dans tes créations. Mmh. Pourtant, tu as réalisé une tapisserie monumentale qui s'intitule La mer poubelle, qui est une fresque très colorée, aux allures de joyeux chaos du monde, dans laquelle se télescopent des personnages pop et des situations qui entrent en résonance avec l'actualité et qui dénoncent les excès de l'homme moderne et le désastre écologique qu'il engendre. C'est une œuvre réalisée pour le site des Salins d'Hyères, dans le Var, en lien avec le Conservatoire du Littoral et en faveur de la préservation de cette réserve naturelle. Donc, en quelque sorte, inspirée de ce lieu qui se trouve non loin de Porquerolles. Donc là, tu t'es clairement inspirée du lieu, non ? Ah oui, non, très clairement, mais c'est assez contradictoire, hein. Surtout que ça part toujours d'une géographie très précise. Ma source d'inspiration, elle est dans un lieu spécifique, bien souvent. Et comme des satellites vont tourner autour toutes les géographies, donc ça va enrichir aussi la narration qui va se composer de tous ces lieux. Donc cette mer poubelle, elle est à la fois très ancrée sur le double tombolo de la presqu'île de Gien, parce que c'est le point de départ, mais à la fois elle va parler de toutes les autres mers et de toutes les grandes étendues d'eau qui sont envahies par les déchets des humains, quoi. Donc ça dépasse ça, et dans le processus de création, je suis allée regarder par exemple des manifestations en Asie avec des bouées canards en plastique. En fait, souvent, les gens ont besoin de l'humour pour dépasser des situations critiques, des situations difficiles, et l'humour, c'est un peu le rempart. Pour moi, c'est un peu le bouclier. C'est pour ça que ça peut avoir de la puissance pour moi de détourner des figures pop, des figures pop, ou en tout cas, de les intégrer. J'ai l'impression que plus j'avance dans mon travail, moins j'ai envie de les restituer telles quelles, et plus j'ai envie d'aller du côté de la chimère et d'un côté mystérieux qui nous échappe. Le tissage est un artisanat qu'on associe spontanément aux femmes. Est-ce que ça change aujourd'hui, et notamment dans le milieu artistique ? J'ai l'impression que ça reste plutôt une pratique féminine. Mais c'est relativement récent, ce retour du textile dans l'art contemporain. Il y a un essor, mais qui n'est pas très étonnant par rapport au contexte qu'on traverse. On est dans une époque qui est très numérique.
Donc il semble logique de se tourner les mains vers la terre, par exemple avec la céramique, ou dans les intrications de fils, pour retrouver des pratiques plus artisanales et ancestrales. C'est pas tant l'opposition de la pratique homme-femme, même si quand même tu nous dis qu'il y a plus de femmes qui pratiquent le tissage aujourd'hui, même dans le milieu de l'art contemporain. Selon les pays, selon les contextes et les périodes, il y a certains gestes de certaines techniques textiles qui étaient plus faites par des mains d'hommes, parfois plus par des mains de femmes, et ça dépendait vraiment des contextes. Bien que ce soit là aujourd'hui plus associé à un ouvrage de femme avec l'idée de la Pénélope qui tisse indéfiniment pour le retour de son Ulysse. L'humain a besoin d'avoir des représentations et des images de référence. Dans l'exposition Infinite Woman, cette année à la Fondation Carmignac, une œuvre monumentale de Ghada Amer est présentée, Les Grands Nymphéas, dans laquelle des images érotiques de femmes sont dissimulées au milieu d'une forêt abstraite de broderie. Ça m'inspire 2 questions pour toi, Mona. La première, c'est est-ce que le tissage et la broderie sont des pratiques qui permettent plus facilement la dissimulation, le brouillage des pistes et l'expression d'un langage, d'un message caché, comme on l'a évoqué avec ta grande tapisserie La Mère Poubelle, par exemple? Je pense qu'on peut aboutir à ça de plein de manières différentes, avec plein de médiums différents. Mais c'est vrai que dans le tissage, vu qu'on produit souvent les couleurs par juxtaposition de fils, et que bien que ce soit dans la planéité, il y a quand même une histoire de volume et d'intrication et de couches. Et c'est autant des couches de narration que des couches physiques. En fait, dans le tissage, l'image est constituée par la taille des fils. Et c'est pour ça qu'il y a un côté très pixel, à moins d'utiliser des fils de soie très fins, comme dans les portraits à Lyon en noir et blanc très très fins, où on a l'impression que c'est une photographie. Mais si on utilise des fils beaucoup plus gros, on va avoir une définition beaucoup plus épaisse, en fait, plus dense. Donc le fil comme un pixel, en fait. Donc le fil comme un pixel, exactement. Ghada Amer, elle est connue pour son engagement politique pour l'égalité homme-femme, qui imprègne l'ensemble de son œuvre, sa dénonciation d'une certaine lignée patriarcale dans l'histoire de l'art. Qu'est-ce que tu penses de la place des femmes historiquement et aujourd'hui dans le milieu artistique ? En ce moment, c'est à la mode d'être une artiste, d'être femme. Moi, j'ai pas envie d'attendre qu'on me valide pour exister. Donc, j'ai pas envie d'avoir ces effets de mode. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait du bon travail. C'est juste... Je trouve que c'est un défi déjà quotidien d'être un humain dans ce monde. On devrait s'appliquer les mêmes choses en art, d'être au plus juste, au plus juste de sa sensation, de ce qu'on a envie de raconter. Est-ce que tu te retrouves dans les idées féministes ? Oui, bien sûr. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très très importantes. Sans toutes ces revendications, on n'avance pas. C'est juste que on a tendance à faire des amalgames et à être assez mal renseigné, je pense, sur l'histoire des femmes. Et je pense qu'on peut faire aussi plein de bêtises et de mal réinterpréter l'histoire. Donc je suis assez prudente et je me contente de vivre au jour le jour en tant qu'humain. En tant qu'humaine. Voilà, et ce qui m'importe, c'est ma tentative de liberté. Sur le chemin qu'il faut parfois avoir le courage de prendre pour être libre, justement. Cette idée qu'il faut parfois quitter ces lieux qu'on aime pour tracer le chemin de son éclosion. Est-ce que tu es d'accord ? Et à quoi ressemble ton chemin d'éclosion ? De quoi il est bordé ? Est-ce que l'île fait partie de ce chemin ? L'île, si tu la considères comme la cabane, c'est l'endroit qui te rassure, l'endroit qui... Mais mon chemin à moi d'émancipation, c'est plus à travers l'art, à travers ce que j'ai envie de raconter, tout simplement. Est-ce que, Mona, on peut parler d'amour ou pas ? Oui. Maintenant qu'on est bien lancé. Est-ce que tu as vécu des histoires d'amour à Porquerolles ? Ma première histoire d'amour, c'était à Porquerolles. Est-ce que la nature, la sensualité de l'île, cet univers un petit peu paradisiaque, je dirais, dans l'imaginaire collectif pour vivre une histoire d'amour, est-ce que ça colore d'une façon peut-être
différente la façon de vivre une histoire d'amour. Quand on parlait tout à l'heure des contours de l'île, quand t'es amoureux, ils explosent encore plus, ces contours, ils n'existent plus. Oui, c'est vrai que l'île va vraiment intensifier ce qu'on ressent. Et donc ça a joué un très grand rôle dans cette histoire d'amour. Mais à la fois, je parle pas d'un point de vue tellement sexuel, mais plus d'un point de vue émotionnel de manière plus large. Parce que pour bifurquer un peu, pour parler d'une autre rencontre sur l'île, je me souviens d'un moment très fort où on s'était baladé de nuit, sans lampe torche. Je me demande si on n'était pas pieds nus. Et je m'en souviens comme d'un moment bleu, parce que tout était très bleu profond, pétrole. Et on ne faisait que parler, et encore pas très fort, parce que on écoutait plus ce qui se passait autour de nous. On était guidés par la lune. Et ça, en fait, j'ai été beaucoup plus transcendée par ce moment tout simple, mais à la fois si dense que par d'autres moments plus intimes, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, oui, mais c'est hyper fort ce que tu dis. Donc en fait, du coup, c'est intime. Oui, c'est ça la force. C'est ça qui est très puissant. Sur cette première histoire d'amour, si on peut y revenir, tu peux nous en parler un petit peu ? C'est ma grande histoire d'adolescente et jeune adulte. Avec un artiste qui a fait les Beaux-Arts aussi et qui a son monde. On n'a pas du tout les mêmes mondes artistiques et donc ça s'entrechoquait un petit peu. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme ? Dans les deux, parce qu'en plus quand t'es pas fini, quand t'as deux mondes comme ça très très construits et très différents qui se rencontrent, oui, ça produit des étincelles, c'est sûr. Avec peut-être cette idée d'une identité qui peut-être peut empiéter sur la sienne, artistiquement parlant, j'entends. Oui, je pense, mais tout ça dans le contexte d'identité en construction. Tout à fait. Donc c'était un beau bouillon, en plus amplifié par l'île, et c'était magique parce que ça m'a servi aussi ça a été une référence pour toutes les histoires qui ont suivi. Ce qui nous reliait tous les deux, c'était beaucoup le dessin. Et j'ai toujours admiré sa manière très spontanée de dessiner et de s'imprégner du réel d'une manière si simple et si puissante. Il peut composer avec un rien. Il ramasse une pierre, une feuille, une aiguille de pin et c'est un monde qui s'ouvre. Dans ma construction d'adolescente, j'étais à la fois autant touchée que ça pouvait m'irriter par moments, cette spiritualité dont l'autre avait déjà conscience, mais que moi j'acceptais peut-être pas encore totalement. Et là, je me reconnecte de plus en plus à cette forme de spiritualité, oui, qui se trouve, comme je te disais, dans un caillou, dans potentiellement tout ce qui nous entoure. Et c'est une forme de créativité infinie. Mais c'est très beau ce que tu dis. En fait, tu me donnais cet exemple d'une pierre, d'une feuille qui pouvait t'offrir un petit peu comme des objets sacrés. Quelque chose qui, à mon avis, pourra parler à certaines personnes qui écoutent ce podcast. Et ce que je trouve très beau, c'est que tu dis peut-être à cette époque-là, oui, ça te touchait, mais en même temps, ça pouvait... te titiller. Je pouvais être plus parasitée par des idées de représentation que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Et quand je repense à ces moments, ça fait partie des moments les plus importants de ma vie. En tout cas, du point de vue amoureux, c'est trouver de la beauté dans la simplicité. J'aimerais revenir sur cette superbe idée, Mona, que tu exprimais au tout début, qu'on a commencé à parler de l'amour. Tu disais, quand on est amoureux à Porquerolles, on oublie vraiment les contours de l'île. Est-ce que tu pourrais un petit peu réexpliquer pourquoi ou donner un exemple tout simple ? Déjà, c'est pas parce qu'on est à Porquerolles qu'on peut pas le vivre, mais Porquerolles décuple cette sensibilité et en fait tout simplement être projeté dans un autre espace-temps. Le jour, la nuit, tout est mélangé, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de saison. Un jour, j'ai ressenti le besoin de faire un dessin à ce grand amour pour essayer de le reconquérir.
Et un dessin justement qui mélange le jour et la nuit. C'était un jour ou un soir d'été. Donc il y avait à la fois ces grandes herbes dorées et cramées par le soleil. Et plus tu montais, après il y avait une coupure au niveau des cimes des arbres. Et paf, c'était la nuit. Donc tu avais une constellation, enfin des constellations, des points d'étoiles créés par la réserve avec le papier et des phrases créées aussi par la réserve du papier. C'était cette tentative de communiquer, je pense, à travers cet espace-temps indéfini, parce que tu as cet espace du ciel qui peut être vu depuis n'importe quel endroit sur Terre, bien que on voit mieux les étoiles à Porquerolles, bien sûr, mais à la fois c'est très lié à une géographie, même si ce sont des herbes qui sont représentées et des arbres qui sont représentés, j'avais l'impression qu'on sentait quand même Porquerolles dans le dessin. Mmh. On est en plein réalisme magique là, non Mona? Je pense à une porc-rosienne, une vraie insulaire, qui m'expliquait que depuis qu'elle est adolescente, elle fait passer le test de Lille à ses amoureux. Et soit ça colle et l'amoureux est validé, soit c'est ciao. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué le love test insulaire? Bah oui, bon, un peu inconsciemment ou pas, hein, mais presque à chaque fois. Ça m'amuse en tout cas de repenser à toutes ces histoires. Comment la personne a rencontré Lille. Est-ce qu'elle l'a écoutée? Est-ce qu'elle était en position des fois de retrait par rapport à Lille? Et je pense que cette posture d'écoute, elle me touche particulièrement. Et l'idée aussi des fois on puisse pas lutter contre les éléments qui sont plus forts que nous, que ça nous dépasse, et donc ça transmet, oui, une posture d'humilité qui me fait sentir que c'est le bon ou pas. Mmh. Ouais, mais c'est assez rigolo parce qu'il dit une posture d'écoute. Voilà, il y a une certaine personnification de Lille dans ce que tu dis, un peu une troisième personne du couple avec laquelle il faudrait composer. Ouais, peut-être. Hein. Justement, par rapport à cette île qui est si présente, qui s'immisce dans le couple, ben moi j'aimerais bien que l'île, des fois, elle m'aide plus à prendre des décisions. Pas forcément être gouvernée par l'île, mais elle vient m'aider à tirer les réponses que j'ai déjà au fond de moi. Mmh. Elle t'aide à prendre tes décisions. Même dans les moments de grande vulnérabilité, je me sens solide quand je suis sur l'île et quand j'ai les deux pieds sur le sol de l'île. En fait, c'est aussi l'idée d'accepter sa vulnérabilité. Bah, tout ça, ces histoires d'amour et de validation à travers la rencontre avec l'île, ça pose un peu la question de savoir si le fait d'avoir une île dans sa vie, c'est compatible avec des histoires d'amour, à la façon dont on compose avec un endroit qu'on a dans la peau. Est-ce que tu penses que dans une relation amoureuse, l'île pourrait venir handicaper une histoire que tu es en train de vivre ? Ça dépend aussi de l'importance que tu places dans ton jardin secret ou ton jardin, si tu as envie de le partager ou pas. Et en ce moment, j'ai plutôt... en tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours eu besoin de le partager. Mais tu penses que tu pourrais éventuellement ne pas le partager et être OK avec ça ? Ça m'a toujours semblé impossible, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, je sais pas comment te dire... Porquerolles faisant pleinement partie de ma vie, pour le moment, ça me paraît assez improbable de passer à côté. Et enfin, pour terminer, Mona, si Porquerolles était une femme, quel genre de femme ce serait ? Quelle serait sa personnalité ? Bah, ça serait une femme plutôt paisible, mais parce qu'on est en mer Méditerranée. Donc on n'a pas des courants très intenses. Bien que... Non, si, il y a une intensité, bien sûr, mais c'est une intensité paisible. Mais elle n'est pas très caractérielle, tu vois. Porquerolles, je vois plus... tu vois, un peu comme dans les dessins de Man Ray, il y a ces femmes un peu forteresses. Porquerolles, je la vois plutôt comme ça. Le Levant, je la connais moins. Et Porquerolles aussi, elle est très légèrement vallonnée. Donc, elle a un relief doux, mais en même temps, elle est ciselée. Moi, je pense juste que c'est l'île parfaite. Merci beaucoup, Mona. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles, toutattaché.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été,
la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.